Il est 20 heures. Nous développerons dans ce journal la signature de cet accord de financement entre le Mali et la Banque mondiale. Il concerne l'amélioration et l'accès à l'eau potable dans plusieurs localités du pays. Le projet s'intitule Appui à la sécurité de l'eau potable au Mali. Coût de réalisation plus de 60 milliards de francs CFA pour plus de 500 000 personnes bénéficiaires. Près de 3 milliards de francs CFA pour renforcer les capacités des structures sanitaires du pays. Une collaboration gouvernement du Mali-Fonds mondial, une somme qui servira à réaliser non seulement des infrastructures sanitaires, mais à acheter des équipements de laboratoire et du matériel informatique. La cérémonie de remise de dons, un compte rendu de Sokona Kamisoko dans cette édition. Ce jeudi 6 février, notre grande, puissante et vaillante armée de l'air fêtait ses 49 ans. Nous allons vous amener à Gao où la célébration a eu lieu exactement à la place d'armes de la 3e région aérienne. C'était en présence du chef d'état-major de l'armée de l'air. Ségou Art Festival sur le Niger, 21e édition couplée à la première semaine de la fraternité de l'AIS. Le thème central est diversité culturelle, paix et unité. Beaucoup de personnalités ont fait le déplacement, notamment des membres du gouvernement. Notre ministre de tutelle a profité de l'occasion pour visiter ces structures déconcentrées. Nous avons aussi la présence des touristes étrangers, un véritable lieu de rencontre. On en saura plus au cours de ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue aux informations. Carnet d'audience du chef de l'État. Le président de la transition a reçu le ministre des Forces armées du Sénégal en séjour au Mali. Le ministre sénégalais des Forces armées dit travailler à renforcer les relations entre nos deux pays, tous deux unis par l'histoire et la géographie. C'est ce que le général Biram Diop a confié à Aoulou Seynou Touré. Suivons. Vous conviendrez avec moi que oui, le Mali et le Sénégal sont deux États, mais ont le même peuple. D'ailleurs, dans le passé, le Mali et le Sénégal ont eu à appartenir à la grande famille de la grande Sénégambie, de la Sénégambie historique. Les deux pays ont eu à appartenir également à la même fédération du Mali. Et au jour d'aujourd'hui, sans risque de nous tromper, nous pouvons dire que c'est les deux seuls pays au monde qui partagent la même devise nationale, un peuple, un but, une foi. C'est donc un pays frère que nous sommes venus transmettre un message d'amitié et de fraternité de la part de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le message du président Faye est aussi un message de solidarité envers le Mali, qui depuis plus d'une décennie, je l'ai dit tout à l'heure, combat courageusement le terrorisme et l'extrémisme violent. Son message est enfin un message d'espoir de voir nos deux armées qui entretiennent déjà des relations très satisfaisantes, renforcer ces relations de manière à mieux lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, mais aussi de manière à renforcer la sécurité le long de la frontière que nous partageons. Aussi de voir que nous sécurisons et nous préservons la frontière naturelle qu'est la Falémé que nous partageons et que nous luttions de manière plus efficace contre la criminalité transfrontalière et qu'enfin nous renforcions nos relations dans le domaine extrêmement important de la formation, du renforcement des capacités, des échanges de délégations et d'expertise. Voilà, le général Biram Diop, ministre des Forces armées du Sénégal, reçu donc en audience à Koulouba. Ce jeudi 6 février, notre grande, puissante et vaillante armée de l'air fêtait ses 49 ans. Partons dans la 3e région aérienne de Gao, dotée désormais d'une place d'armes nouvellement construite, qui a justement abrité la cérémonie. C'était en présence du chef d'état-major de l'armée de l'air, dépôt de gerbes de fleurs, défilé militaire, remise d'attestations de reconnaissance et surtout, parade des avions ont été les temps forts de la fête. Je vous propose de suivre Agali Ag Agissa et Alassane Amadou dans ce reportage.
Créée le 6 février 1976, l'armée de l'air appuie les autres forces maliennes de défense dans la protection des personnes et dans la sécurisation du territoire national. Le 49e anniversaire, célébré sous le thème « Armée de l'air à la pointe de l'innovation », a été délocalisé à Gao, la 3e région aérienne. La région aérienne qui organise cette année la célébration du 49e anniversaire de la création de l'armée de l'air a été créée le 2 décembre 2021. Elle est composée de 2 bases aériennes, notamment la base aérienne 300 à Gao et la base aérienne 301 à Tessalit, d'un groupement de protection de défense dénommé le GPD-3 et de 2 détachements air, un détachement air à Kidal et un autre détachement à Menaka, avec des aviateurs de spécialités diverses. Des efforts importants ont été consentis. Et cette place d'armes nouvellement construite a été inaugurée à l'occasion de cette journée commémorative de la création de l'armée de l'air. Une opportunité saisie par le commandement militaire pour faire le bilan des 5 décennies d'existence. Grâce aux autorités de la transition, l'armée de l'air a connu une renaissance extraordinaire. La montée en puissance des forces armées maliennes a été spectaculaire et dans le cadre de cette montée en puissance, le rôle de l'armée de l'air a été remarquable, significatif et décisif. Les populations de Gao m'ont chargé de vous dire merci pour tous les efforts que l'armée de l'air consent pour leur bien-être et leur mouvement. Si vous voyez qu'aujourd'hui à Gao, nous avons le courant de 8h à 15h et de 20h à 4h du matin, c'est grâce à l'armée de terre et surtout à ce monsieur très humble qui est le général Alouboy, chef d'état-major de l'armée de l'air. Il a fait transporter pour l'EDM Gao plus de 15 tonnes de matériel et plus de 20 techniciens. Des efforts qui seront consolidés en 2025 pour aller plus haut, plus loin et plus fort. Une aspiration des aviateurs. Beaucoup a déjà été fait, donc nous sommes pleinement engagés dans la consolidation des acquis, dans la préservation de tout ce qui a déjà été fait, la maintenance, l'entretien, la formation du personnel pour bien exploiter l'existant, mais aussi continuer toujours de nous équiper, de nous former, parce qu'il faut mener la guerre d'aujourd'hui tout en anticipant les transformations de la menace. La guerre de demain se prépare aujourd'hui. Nous ne restons pas focalisés sur ce qui se passe aujourd'hui. Nous préparons également demain. La fête magnifiée par la présence des anciens de l'armée de l'air venus de Bamako pour la circonstance et d'autres invités a été belle. Remise d'attestation de reconnaissance, parade des avions de combat, simulation de sauvetage d'un pilote pris en otage et défilé des différentes troupes ont marqué la cérémonie. Voilà, une très belle fête dans les airs. Fin de formation, je vais dire, pour 1025 militaires à Yanfolila. Après 6 mois, ils ont pu obtenir les grades de caporal et de sergent. Le général de brigade Famouké Kamara, chef d'état-major de la garde nationale, a pris part à la cérémonie de sortie au RTM Bougouni, Jafar Aïdara, Djibril Barayouko. La situation actuelle de notre pays nécessite une formation militaire rigoureuse de nos forces armées et de sécurité. C'est ce qui justifie cette formation classique CAT1 et CAT2 qui arrive à terme dans le centre de formation de Yanfolila. Au total, 1025 militaires, dont 121 personnels féminins, issus de la garde nationale, de l'armée de terre et de la protection civile, ont pris part à cette session de formation militaire avec succès, loyauté, dévouement et amour de la patrie. Les élèves ont reçu une formation théorique et pratique dans les matières fondamentales telles que le combat, la topographie, l'armement, l'ISDC, la protection des hautes personnalités, le maintien de l'ordre, la maçonnerie, la plomberie, la menuiserie, les graffitis, le ferraillage, la prévention incendie et l'hydraulique. Avec ce qu'on vient de voir, nous pouvons dire que l'armée malienne est aujourd'hui à hauteur pour pouvoir quand même faire face au défi qui est le leur. Pendant 6 mois, ces militaires ont reçu des enseignements de qualité qui leur ont permis de parfaire leur formation dans divers domaines tels que le service général, ouvrier et guide, tout cela pour l'obtention
du grade de caporal et de sergent. Ce que je vis ici, c'est vraiment rassurant. C'est rassurant en termes de défense opérationnelle. Ces jeunes, pendant les 6 mois, ils ont appris beaucoup de choses. M'adressant aux stagiaires, j'allais dire aux futurs promus au grade de caporal et sergent, je voudrais vous adresser une mention spéciale, particulièrement aux éléments de la protection civile pour leur premier coup de maître qui a été magnifique et ouvrira sans doute la voie à suivre à leurs cadets. Également, je tiens à rappeler à tous les stagiaires de l'armée de terre, de la garde nationale du Mali et de la protection civile que le grade consacre une aptitude à exercer une fonction bien déterminée. Auparavant, le chef d'état-major de la garde nationale, le général de brigade Famouké Kamara, avait procédé à la revue des troupes. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des attestations aux récipiendaires, aux personnes qui ont apporté leur soutien à la réussite de cette session de formation, la démonstration des techniques de défense par les militaires et le défilé militaire ont mis fin à la cérémonie. Retour à Bamako et direction Koulouba avec la suite des travaux au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une séance relative au sous-thème artisanat minier au Mali et la problématique de l'orpaillage artisanal, défis, enjeux et perspectives. Et ils étaient largement débattus. Youssouf Diakité, Mamadou Sidibé étaient sur place. Le secteur minier est une composante stratégique pour le développement socio-économique du Mali et sa gouvernance rationnelle est au centre des priorités du gouvernement malien. C'est ce qui motive le choix de ce thème par le Conseil économique et social, le secteur minier vers une exploitation allant dans le sens du développement économique, social et culturel et la préservation de l'environnement avec des sous-thèmes spécifiques artisanat minier au Mali et la problématique de l'orpaillage artisanal. Il est crucial que cette exploitation minière soit intégrée dans une approche durable qui prenne en compte les enjeux économiques, sociaux, culturels et environnementaux afin de garantir une prospérité partagée et un avenir viable pour les générations futures. L'autre sous-thème développé avec des contributions est celui relatif à la problématique de l'exploitation artisanale de l'or au Mali. Il y a des textes qui ont été élaborés, adoptés. Il faut appliquer les textes comme ça se doit. Il faut appliquer la loi, la réglementation. Et en ce moment, on pourra vraiment s'en sortir. Mais la nécessité vraiment de concilier en tout cas, l'exploitation de l'or, que ce soit dans le cadre artisanal ou dans le cadre vraiment professionnel, comme aujourd'hui avec des entreprises, avec des gros moyens, comme on dit, les grandes mines et même les petites mines, il faut que chacun à son niveau respecte les principes réglementaires. Ces débats ont lieu dans l'exécution du programme de la 7e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali. L'actualité de ce vendredi, c'est la signature de cet accord de financement entre le Mali et la Banque mondiale. Il concerne l'amélioration et l'accès à l'eau potable dans plusieurs localités du pays. Le projet s'intitule « Appui à la sécurité de l'eau potable au Mali ». Coût de réalisation plus de 60 milliards de francs CFA. Ce projet touchera 500 000 personnes à travers le pays. Mais comment? C'est ce qui a voulu comprendre Khadijatou Kone. L'urbanisation, les inondations, les déchets, l'orpaillage illégal, les eaux usées, autant de facteurs qui polluent et détériorent nos cours d'eau. Face à la situation, la Banque mondiale met à la disposition du Mali plus de 60 milliards de francs CFA. Les deux parties signent un accord dans ce sens pour le financement du projet d'appui à la sécurité de l'eau potable au Mali. Une enveloppe qui devrait renforcer une meilleure préservation de la ressource en eau et l'accès des populations en eau potable. La mise en œuvre du PASEMA permettra d'accroître l'accès à l'eau potable et améliorer la conservation des sources d'eau dans les villes bénéficiaires. Il s'agit principalement de Bamako, dans la zone de la rive gauche, des villes secondaires comme Mopti-Sévaré, Saint, Wélé-Sébougou, Dioïla, Bafoulabé Maïna. Le projet va aider à répondre aux préoccupations immédiates en matière d'accès à l'eau potable de façon pérenne tout en prenant en compte la préservation des sources d'eau et favorisera les activités économiques et la création des emplois.
Les actions engagées ou programmées sont urgentes et capitales pour le président de la transition, dira le ministre de l'Économie et des Finances, Alouseni Sanou, d'ajouter que cette convention, au-delà d'accroître l'accès à l'eau potable, touchera un demi-million de personnes à travers le pays. En effet, le Mali est une initiative ambitieuse et inclusive visant à transformer le Mali en une nation émergente dès 2033. Ce cadre stratégique place le citoyen malien, le Mali de Croix, au cœur des priorités en le considérant comme un acteur autonome capable de prendre en main son destin. La réalisation de ce projet majeur est aussi la concrétisation d'une volonté commune d'œuvrer pour le bien-être des populations en matière de ressources en eau potable. Je rappelle que ce projet comprend 4 composantes. L'amélioration de la conservation des ressources d'eau, gestion de projets de renforcement des capacités. Il y a aussi la composante d'intervention d'urgence conditionnelle. C'est un projet majeur et nous saluons d'ailleurs la célérité de l'exécution de ce projet avec la Banque mondiale. Nous nous engageons, en tout cas ce qui concerne le département, de tout mettre en œuvre pour que ce projet vraiment ne puisse plus connaître de retard et que tout sera mis en œuvre pour la bonne exécution de ce projet, au bénéfice de nos populations bien entendu. Pour Bamako, les travaux prévus dans le cadre de ce projet concerneront donc la construction d'une station de pompage à Misra et d'un château d'eau de 2000 m3 à Kati Sud. Le transport de l'eau donc des stations de pompage de Djikoroni à la station de Misra et à celle de Kati, ainsi que des branchements sociaux à Bamako, à 100 Mopti Sévaré pour les ménages non raccordés à un réseau d'eau potable. S'agissant des villes secondaires, le projet appuiera la construction de systèmes d'alimentation en eau comprenant la réalisation d'infrastructures de production pour un volume de 24 400 m3 jour, des stations de pompage, 3 châteaux d'eau de 2000 m3 chacun, un réservoir semi-enterré de 1000 m3, un réseau de distribution d'eau, des branchements sociaux et des bornes fontaines publiques dans les périphéries. En effet, le projet soutiendra l'aménagement de périmètres de protection des sources d'eau situées dans les bassins des fleuves Niger et Sénégal qui alimentent les villes sélectionnées. Ainsi, la réalisation du projet suivant ces 4 composantes permettra de réduire le coût d'exploitation de la SOMAGEP, de réduire les pertes techniques d'eau ou non facturées, d'augmenter l'efficience du réseau d'eau de Bamako et améliorer sa technicité. Et enfin, renforcer les capacités de l'équipe de gestion de SOMAGEP dédiée à l'exploitation du réseau. Je puis vous assurer que le gouvernement de la République du Mali ne ménagera aucun effort pour assurer une bonne exécution de ce projet, conformément aux engagements des parties consignés dans les documents du projet et ceux dans les délais requis. Le Mali compte aujourd'hui plus de 22 millions de personnes. Il est donc opportun de renforcer et d'améliorer l'approvisionnement en eau potable du pays. La signature de cette convention vient répondre ainsi à cette préoccupation. Le financement de ce projet renforce également la volonté du président de la transition à offrir de l'eau potable à tous les Maliens où qu'ils se trouvent à travers ses œuvres sociales. 4e session de restitution du rapport de suivi-évaluation de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État. Cette session vise à faire le point d'exécution des recommandations des Assises nationales pour la refondation qui comporte 517 recommandations. Mamadou Fani. La sécurité et la stabilité du Mali passent par la mise en œuvre des grandes lignes du cadre stratégique de la refondation. La 4e session du comité de pilotage de ce cadre a pour but de partager les résultats du rapport annuel 2023 de suivi-évaluation du cadre avec les secrétaires généraux des départements ministériels et recueillir leurs contributions. Les participants formuleront, sans nul doute, des contributions et des recommandations pertinentes en vue d'une meilleure performance de nos départements respectifs dans l'exécution des activités prévues dans les plans d'action du cadre stratégique de la refondation de l'État. Sur 55 actions prioritaires du cadre stratégique de la refondation, 20 ont été entièrement exécutées, 33 sont en cours d'exécution et seulement 2 n'ont pas encore démarré. La présente session est également le lieu où se renforce la cohésion et la solidarité et où se forge l'esprit d'équipe. Vous devez travailler ensemble
car toute réussite dans un secteur est une victoire collective. A l'inverse, toute action inachevée mettrait en mal l'atteinte des objectifs communs. C'est pourquoi vous êtes invités à mutualiser vos efforts et à regarder dans la même direction en vue d'une mise en œuvre efficiente des plans d'action du cadre stratégique de la refondation de l'État, dont la vision est libellée ainsi qu'il suit. Un Mali nouveau, bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. Au terme de cette session, les secrétaires généraux des départements ministériels ont suggéré une prise en compte de certaines de leurs préoccupations afin d'améliorer certains indicateurs de performance. Nous vous délivrons à présent le contenu de ce communiqué. Le procureur de la République du pôle national économique et financier informe les ordres professionnels et les usagers du service public de la justice de l'instauration de la collégialité devant la chambre correctionnelle spécialisée en matière économique et financière du tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi numéro 2024-030 du 13 décembre 2024 portant organisation judiciaire en République du Mali. Il rappelle que désormais, les affaires seront jugées par 3 juges au lieu d'un juge unique. Le procureur de la République financier précise que les audiences se tiendront tous les jeudis à 9h jusqu'en fin mars 2025 au siège du pôle national économique financier, 6 à Badalabougou, non loin de l'hôpital Golden Life. À compter du 31 mars 2025, les audiences auront lieu tous les mercredis à 9h au lieu indiqué. Le procureur de la République financier compte sur la bonne compréhension de tous. À Ségou, le ministre de la Communication, Alamdou Ag Ilien, visite ces structures déconcentrées, notamment la station régionale ORTM Ségou, la SMTD et la MAP, suivant Kandesila. Entretien sommaire avec la directrice de la station régionale ORTM Ségou, visite guidée de la bandothèque aux installations, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration s'est beaucoup imprégné du dispositif de l'ORTM Ségou. Une rencontre avec les personnels, ici comme à l'antenne régionale de l'AMAP, l'agence malienne de presse et de publicité, également visitée, Alhamdou Ag Ilian encourage le personnel à maintenir les efforts déployés pour mieux informer les populations malgré les conditions du moment. Je dois d'abord féliciter le personnel. Tous ces services sont dirigés par des femmes et qui ont de bons résultats. Donc ça, c'est un motif de satisfaction. J'ai pu noter aussi les insuffisances, les difficultés, dont certaines sont résolvables dans des plus brefs délais, mais il y a beaucoup de difficultés aussi qui sont communes et à la station mère et à l'intérieur aussi, et que nous allons discuter avec les directions à Bamako et plus haut encore au niveau gouvernemental pour trouver des solutions. Je constate qu'il y a des difficultés au niveau équipement, au niveau personnel, au niveau aussi de la rétention, n'est-ce pas, de l'abonnement au niveau de l'essor, et puis aussi du manque de production au niveau de la radio rurale. Donc là aussi, ça va être quelque chose sur lequel nous allons nous baser avec la direction de l'ORTM à Bamako pour améliorer les choses afin que la communication malienne soit une communication positive. Une visite beaucoup appréciée par les travailleurs qui, du reste, ont eu droit à des informations sur les grands travaux en cours dans le cadre de l'AES, notamment la mise en place d'une web TV, une radio et une chaîne de télévision et l'élaboration des textes régissant le secteur de la communication au Mali.
Et nous allons rester à Ségou pour vous parler de Ségou Art Festival sur le Niger. 21e édition, couplée à la première semaine de la fraternité de l'AES. Le thème central, je vous rappelle, cette année est diversité culturelle, paix et unité. L'événement est mis sous le haut patronage du général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. Et ce matin s'est tenu le colloque international de Ségou avec comme thème la construction d'un État confédéral au Sahel, enjeux et perspectives. Retrouvons Cheikh Oumar Sangari. Le colloque international de Ségou est le laboratoire du festival sur le Niger qui propose des sujets brûlants au débat des experts. Au cours de cette rencontre, Burkinabés, Nigériens et Maliens portent la réflexion sur l'état de l'union de leur pays qu'est l'AES sous le thème « La construction d'un État confédéral au Sahel, enjeux et perspectives ». Parlant des enjeux, l'AES est vue ici comme une solution endogène aux crises multiformes et répétitives que connaissent nos États. Les crises évoquées ci-dessus, combinées à la lutte d'influence des grandes puissances au Sahel, font de l'AES une alliance de tous les enjeux. Enjeux sécuritaires, enjeux géopolitiques et enjeux géoéconomiques. Surtout que ces territoires sont très riches en ressources naturelles telles que l'or, l'uranium, le pétrole, le gaz naturel, les phosphates, les cuivres et d'autres minéraux. De surcroît, les trois pays couvrent une superficie combinée d'environ 2,78 millions de kilomètres carrés. Ces pays ont une population estimée à 71,5 millions d'habitants, majoritairement constitués de jeunes. Depuis plus de 60 ans, notre continent est en quête d'union. Et je pense que pour une fois, nos chefs d'État essayent de parachever le travail qui a été lancé par les premiers présidents des indépendants. L'espoir est permis pour notre continent. Ça veut dire que les Africains restent mobilisés. Africa for Africa. En termes de perspective, l'intégration doit être davantage poussée avec le fédéralisme comme option sérieusement envisageable. A priori, pour renforcer la pérennité de l'AES, il semble utile d'aller vers un étage supérieur de l'intégration. La fédération des États de l'AES. La fédération a l'avantage d'unifier les terroirs des trois entités, leurs forces armées et leurs économies. Les participants au colloque international sont des professionnels de la culture de la paix, des chercheurs, des universitaires, des acteurs culturels et autres. Ils doivent formuler des recommandations pertinentes et le document final sera remis aux autorités des trois pays. Nos envoyés spéciaux, Cheikh Oumar Sangari et Sidiki Ballo, nous font savoir que beaucoup de personnalités ont fait le déplacement à cette 21e édition. Retrouvons-les encore. La 21e édition de Ségou Art Festival sur le Niger s'est ouverte avec un cachet particulier de mobilisation institutionnelle. En accueillant chaleureusement ses amis venus de partout, le Mali réaffirme son ambition de miser sur la culture pour rebondir. La diplomatie malienne jouera toute sa part dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, y compris en poursuivant un chantier ouvert, ici même à Ségou, avec la contribution du ministre d'Affaires, à savoir celui de l'adoption et de la mise en œuvre de la stratégie de diplomatie culturelle qui a pour ambition de valoriser notre pays, de le positionner pour pouvoir puiser sur notre histoire et notre patrimoine et établir des relations respectueuses avec toutes les nations du monde, mais surtout des relations respectueuses de notre dignité, de notre humanité, de notre grandeur passée certainement, mais de notre ambition de compter en Afrique et dans le monde. Le festival sur le Niger, c'est 21 ans de constance dans la célébration culturelle et le développement des industries créatives. La rencontre de Ségou est un modèle de résilience qui contribue permanemment à la stabilité, d'où les thèmes diversité culturelle, paix et unité. Dans ce contexte où certains voient un choc de civilisation, nous voyons plutôt une complémentarité entre les cultures d'égale valeur, entre les peuples également,
qui se regardent à hauteur d'homme. Loin d'une vision angélique ou naïve au Sahel, nous avons pris le parti de miser sur l'homme, sur l'humain et son potentiel créatif, son penchant naturel pour la paix, la stabilité, mais également le vivre ensemble. Nous avons invité nos deux pays frères, les républiques sœurs de Burkina Faso et du Niger, qui sont venus avec une forte délégation pour célébrer la paix, la cohésion sociale. Nous allons communier et le vivre ensemble. Je voudrais aussi faire une mention spéciale à la ville invitée, la ville de Tombouctou, qui est venue avec une forte délégation. La cérémonie d'ouverture a été mise à profit pour remettre des attestations à une dizaine d'artistes plasticiens de l'exposition contemporaine Bimali. Le tout fut agrémenté par des notes de balafon de Nebasolo, le groupe Mandinjuru et les impressionnants pas de danse des masques Dogon. Ah oui, ça se passe à Ségou. Ségou toujours. Un mot de la présence des touristes étrangers. Qualifions-le de relance du secteur touristique qui est bien visible dans notre pays aujourd'hui. Après Tombouctou, il y a de cela quelques mois, c'est au tour de la cité des Balanzans de recevoir des touristes. Ils sont nombreux à visiter la région afin de découvrir son riche patrimoine culturel. Benongo Fofana, Siriki Balo, Namouri Cheikh Diabati. Après plus d'une décennie de crise qui a durement frappé notre pays, mettant en genoux le secteur touristique, cela n'est qu'un triste souvenir, grâce aux nombreux efforts déployés par nos autorités sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, le secteur touristique renaît de ses cendres comme un phénix. Ségou Art Festival sur le Niger 21e édition en est une parfaite illustration, avec la participation des touristes venus de tous les horizons, dépassant ainsi toutes les attentes. Nous sommes très heureux cet après-midi à Ségou, dans la cité mythique des Balanzans, de recevoir les touristes en nombre. Je voudrais saluer les visiteurs qui ont confiance en notre pays. C'est un acte de foi aujourd'hui venir à Ségou, passer une semaine avec nous. Alors nous avons une forte délégation de plusieurs pays aujourd'hui avec nous. Donc je voudrais juste les remercier. Tous les touristes présents dans la cité des Balanzans sont très ravis de l'hospitalité malienne et surtout de la richesse culturelle ségouvienne. Je suis là aussi pour découvrir le pays des Bambarins. C'est aussi un signe de confiance envers le Mali pour participer à cette manifestation culturelle internationale. Je me sens très bien. Je suis venue ici pour accompagner une amie qui est artiste et j'ai aucune crainte. Je suis contente de venir faire la fête dans votre pays. Voilà, je suis très bien accueillie. Après, j'aimerais aller dans la campagne et dans les villages aussi pour voir. Il y a la paix, c'est bien sécurisé. On a une très grande richesse culturelle et ça, c'est une chose complètement différente. C'est une grande expérience. Il faut venir au Mali. I've never felt any problems with security. Ça fait plusieurs fois qu'elle vient au Mali. Elle n'a jamais senti cette insécurité que les gens disent. Certes, il y a des zones qui sont un peu difficiles d'accès, mais elles se sentent vraiment en sécurité. Les portes du Mali sont ouvertes, on vous attend. So people will be able really to come in hundreds. The festival was great. We started last night with the whole lot of... Il a été plus qu'impressionné, vu le monde, vu l'ambiance qui régnait là-bas autour du fleuve, avec autant de monde, c'était incroyable. Having a great time. Séduit également par la culture ségouvienne, l'ambassadeur de la Chine au Mali invite ses compatriotes à visiter Ségou. Ce n'est pas ma première visite à Ségou, mais c'est ma première visite pour le festival. Un jour, la Chine sera là. Mon premier message, c'est venir au Ségou au mois de février. Ils vont trouver la culture malienne. D'après ces témoignages des touristes étrangers, nous pouvons réaffirmer que la relance des activités touristiques est effective sous l'égide du département de tutelle. Voilà, l'appel est lancé. Partez à Ségou, il y a le festival. Direction l'aéroport international de Ouagadougou, où un accueil de grand jour a été organisé pour le désormais Dr Honoris Causa, Dr Alidou Tinto, de l'Institut de recherche en sciences de la santé. Il est honoré ainsi pour sa contribution à l'élaboration des vaccins antipaludiques. Issoufou Kabouré, Frédéric Nikema pour le reportage. Ovation honorifique à l'aéroport international de Ouagadougou, le premier burkinabé consacré Dr Honoris Causa de l'année 2025.
Professeur Alidou Tinto est de retour au Bercail après avoir été désigné par les universités Couleven et catholiques de Louvain en Belgique. Il s'agit là de la plus haute distinction à l'échelle internationale qu'une université attribue à des chercheurs ou enseignants-chercheurs. C'est un couronnement de l'ensemble des chercheurs du Burkina Faso. Alors, si vous avez suivi mon intervention, j'ai insisté sur le fait que c'est la résilience qui a été également récompensée et honorée. Parce que vous connaissez sans doute la situation de notre pays. Beaucoup pensaient que le Burkina allait s'écrouler, mais là, je pense que c'est un témoignage que le Burkina reste debout et peut impacter à travers sa recherche sur l'histoire de cette humanité. Par ses travaux de recherche, professeur Alidou Tinto impulse une nouvelle dynamique mondiale en matière de santé publique, notamment dans la lutte contre le paludisme. Principal artisan de la création de l'unité de recherche clinique de Nanuro, entité de l'Institut de recherche en sciences de la santé, le professeur Alidou Tinto a contribué à l'élaboration d'un vaccin contre le paludisme, l'une des principales causes de mortalité au Burkina Faso. Un vaccin testé et actuellement recommandé par l'OMS. Cette avancée dans la lutte contre le paludisme met en lumière les efforts de l'ensemble des acteurs de la recherche nationale. Cette distinction va nous apporter encore plus d'aura sur le plan international. Toute la communauté scientifique burkinabé est heureuse de cette distinction. Professeur Alidou Tinto est fait docteur honoris causa lors de la célébration conjointe des 600 ans des universités Couleven et catholiques de Louvain le 3 février dernier. Elle considère le chercheur burkinabé comme l'un des pionniers de la recherche scientifique. Un mot de la coopération entre la République démocratique et populaire algérienne et la République du Niger. Il s'agit des experts algériens de l'Institut du pétrole et des représentants du ministère de la Défense nationale algérienne venus rencontrer les autorités nigériennes. Moussa Amani, Issoufou Soumeila, compte rendu. Au cours de la première rencontre tenue le mardi, le ministre du Pétrole, Dr Sabiou Morou, entouré par ses plus proches collaborateurs, a échangé avec des experts algériens de l'Institut algérien du pétrole IAP, venus à Niamey pour identifier et former plusieurs agents dans différentes unités pétrolières, notamment la maintenance, afin qu'ils deviennent opérationnels dans le cadre de la gestion des raffineries du pétrole nigérien. L'objet de la mission de l'IAP est d'abord d'évaluer avec les agents de la SORAS. La SORAS, comme vous le savez, qui est notre société nationale de raffinerie. L'IAP va s'entretenir avec 39 agents de la SORAS qui, dans les semaines à venir, effectueront une mission en Algérie pour d'abord suivre donc, le fonctionnement de la raffinerie, et à la fin, ils vont assister à la maintenance. Donc le Niger, à travers cette activité, va reprendre la main. Dr Sabi a par la suite rencontré des représentants du ministère de la Défense nationale algérienne et ceux du ministère de la Défense du Niger. La finalisation de l'accord d'application lié au protocole d'accord de protection des opérations pétrolières de la Sonatrach International Petroleum Exploration and Production Corporation CIPEX Niger Branch, dont la signature s'est déroulée le 8 novembre 2024 à Niamey. La deuxième délégation qu'on a reçue est composée des cadres du CIPEX et du ministère de la Défense d'Algérie. En novembre 2024, on a signé un protocole de sécurité. Avec le nouveau défi, il faut de nouvelles méthodes, de nouvelles missions qui doivent être assignées à nos forces de défense et de sécurité. À ce titre, on a signé un protocole sur la sécurité qui fixe les règles générales. Ce protocole a prévu qu'un contrat d'application soit intervenu pour préciser les modalités concrètes de mise en œuvre de ce protocole. Dans leurs interventions, l'ambassadeur de la République démocratique et populaire algérienne, Ahmed Sadi, et la directrice générale de la CIPEX Sonatrach, Mme Nassera Merageni, ont salué la bonne relation de coopération qui existe entre l'Algérie et le Niger avant de rassurer les autorités nigériennes de tout mettre en œuvre pour mener à bien cette mission.
À Sikasso, on donne du sourire et du réconfort aux veuves et orphelins des militaires de la 8e région militaire. En tout cas, l'initiative vient des organisateurs du concours national de mémorisation du Saint-Coran à Sikasso. Ils viennent de leur offrir une importante quantité de vivres. C'était à la place d'armes du camp Thiéba. Sekou Konaté, Taïrou Konaté pour le compte-rendu. La présente donation qui porte sur 300 kits alimentaires pour les veuves et orphelins des militaires et 200 pour les veuves des civils est composée de riz, d'huile de tournesol, de sucre et de pâtes alimentaires. Un élan de générosité et de reconnaissance du sacrifice des hommes en uniforme de la part de la commission d'organisation du concours national de mémorisation du Coran et son partenaire NDC. Cela à quelques semaines du mois béni de Ramadan. Si Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nos braves soldats sont tombés dans les champs de l'honneur et ils ont laissé derrière eux leurs veuves et les orphelins, c'est une obligation pour nous qui sommes actuellement vivants de s'occuper à leurs veuves et à leurs familles. Pour les bénéficiaires du jour, le geste est d'une haute portée humanitaire. Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude pour cette généreuse donation de vivres et surtout ce chèque que vous venez d'offrir à nos veuves, qui a été une grande surprise. Votre geste de solidarité témoigne de votre engagement envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Merci aux donateurs. Les mots me manquent pour vous exprimer toute notre joie. Et nous vous informons également que nous menons ici plusieurs activités génératrices de revenus pour notre autonomisation. Pour renforcer ces activités des veuves des militaires et remettre le système d'adduction d'eau en service dans les jardins potagers, le sponsor du concours national de mémorisation du Coran, le PDG de NDC, a offert 10 millions de francs CFA. Toute une solidarité allant vers l'armée est considérée comme la solidarité la plus noble aujourd'hui, car c'est l'armée aujourd'hui qui est le puissante de notre sécurité après Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à l'armée aujourd'hui que toute la population malienne a retrouvé son confort et surtout sa quiétude d'esprit. Une donation qui n'est pas venue de l'extérieur, mais qui est donnée d'un Malien même aux autres Maliens. Ce qui donne la joie et la fierté. C'est ce que nous exhortons toujours le président de la transition. Merci aux donateurs, merci aux militaires pour tout sacrifice qu'ils donnent pour le Mali. Le ministre Koné, en marge de la cérémonie, a présidé la clôture de la formation des couples initiée par les autorités régionales en vue de réduire le taux de divorce à Sikasso. Autre grand titre de cette édition, il s'agit du renforcement de capacité des structures sanitaires du pays. Près de 3 milliards de francs CFA pour réaliser non seulement des structures sanitaires, mais acheter des équipements de laboratoire et du matériel informatique. Une collaboration, gouvernement du Mali, Fonds mondial. La cérémonie de remise du don, un compte-rendu de Sokona Kamisoko. Quand un partenariat se porte bien, il se sent à travers les actes sans que les mots ne soient nécessaires. Le Mali et le Fonds mondial en donnent la preuve. Des infrastructures, des équipements de laboratoire, des matériels informatiques et bien d'autres. Le tout pour renforcer les capacités opérationnelles des hôpitaux du Mali. 3 laboratoires rénovés aux normes P2 de l'INSP, des hôpitaux de Ségou et de Mopti, d'une valeur de 286 726 676. Équipements et laboratoires pour renforcer la biosécurité de l'INSP, l'hôpital de Ségou, l'hôpital de Mopti et 35 laboratoires jeunes experts à travers l'achat de paillasses mobiles d'une valeur de 377 253 333 francs. Des kits informatiques pour l'information de la gestion des données de laboratoire d'une valeur de 413 972 494 francs CFA. Des kits informatiques et réfrigérateurs onduleurs destinés aux DRS, DV des 15 centres de santé de référence d'une valeur de 123 955
538 francs CFA. Ce n'est pas tout. 3 nouvelles usines PSA Oxygène destinées aux hôpitaux de Caille, CHU de Kati et hôpital dermatologique d'une valeur de 1 541 165 724 francs CFA. La réparation et maintenance de 6 usines PSA Oxygène d'une valeur de 1 96 146 128 francs CFA. Les dotations en kits solaires destinées à 35 laboratoires disposant d'une machine GenExpert d'une valeur de 885 955 163 francs CFA. 1350 obus d'oxygène destinés aux 9 usines PSA Oxygène du pays et les centres de santé satellites pour alimenter le réseau d'approvisionnement en oxygène d'une valeur de 191 239 015 francs CFA. L'ensemble des matériels remis ont coûté plus de 2,7 milliards de francs CFA. Ce sont des équipements qui permettent de rehausser le niveau de travail dans les laboratoires. Et ces niveaux de travail concernent un certain nombre de pathologies prioritaires pour le Mali et aussi pour le monde entier. Il s'agit de la tuberculose, du VIH, du paludisme, mais également d'autres pathologies qui peuvent être diagnostiquées au niveau de nos centres de santé, que ce soit à un niveau central, que ce soit à un niveau intermédiaire ou que ce soit à un niveau périphérique. L'occasion était opportune pour le ministre Touré de visiter l'un des laboratoires rénovés de l'Institut national de santé publique. Ce laboratoire, au dire des responsables de l'INSP, a été construit selon les normes internationales. Il permettra de mettre en réseau tous les laboratoires au Mali. Autre avantage, le suivi en temps réel par notre pays de tous les événements de santé publique qui peuvent avoir une portée internationale. Santé toujours, et cela vous intéressera sûrement, particulièrement ceux qui sont victimes des pathologies de l'estomac. Suivez la 4e édition des journées scientifiques de la Société malienne des maladies digestives. Pendant 2 jours, les gastrologues du Mali et ceux venus d'autres pays mènent des réflexions sur 2 maladies digestives qui font beaucoup de victimes, nous précise Koumba Sissé. L'hémorragie digestive et les troubles fonctionnels digestifs, ces 2 thèmes sont au centre de la 4e édition des journées scientifiques de la Société malienne des maladies digestives, SOMAD. Pendant 2 jours, plus de 60 communications et 9 conférences seront animées par les praticiens. On a choisi ces 2 thèmes à cause de leur fréquence et surtout les hémorragies digestives qui constituent des urgences. On a souvent des problèmes de prise en charge compte tenu du plateau technique. Selon des statistiques, sur 100 000 habitants, 144 personnes souffrent de l'hémorragie digestive à travers le monde. Quant aux troubles fonctionnels digestifs, ils constituent un problème majeur de santé publique dans le monde et ces troubles désignent un ensemble de pathologies fréquentes caractérisées par une altération de fonction normale du type digestif. La plupart du temps, sans étiologie ou cause identifiée, on estime 10 à 20% des adultes et des adolescents qui souffrent des symptômes en rapport avec ces troubles fonctionnels digestifs. Ces affections donnent lieu à des symptômes chroniques qui, bien que modérément graves, ont un retentissement important sur la qualité de vie des patients. Au terme des travaux, des recommandations seront faites pour faciliter l'accessibilité des soins aux personnes affectées par les problèmes gastriques. C'est dans les structures privées qu'on fait ces examens-là. Donc nous allons mettre ces recommandations à la disposition de nos autorités pour que la population qui n'a pas assez de moyens pour fréquenter ces structures privées puisse bénéficier de ces prestations dans les structures publiques. Des praticiens du Burkina Faso, de la Guinée, du Togo, du Tchad et du Congo-Brazzaville prennent également part à cette 4e édition des journées scientifiques de la SOMAD. La cérémonie d'ouverture des travaux a été meublée par un sketch et la visite des stands exposant les produits qui soignent les maladies digestives. Les administrateurs du centre hospitalier universitaire Point G autour de la table à la faveur de la 47e session de son conseil d'administration, compte rendu Abibatou Dit Koyan Diakité Aruna Diara.
Établissement public hospitalier, au CHU.G, on y offre des soins, forme et fait la recherche scientifique pour une médecine de qualité. En 2024, au dire du directeur général de la structure, les usagers ont bénéficié des prestations de qualité grâce au personnel dévolu à la tâche, synonyme d'un climat apaisé au sein de la structure. Des efforts qui ont permis de mobiliser les ressources à 95,59% et d'exécuter le budget à hauteur de 74%. Ces objectifs ont été atteints non pas sans difficulté. Il y en avait beaucoup, des difficultés, mais essentiellement les difficultés d'ordre énergétique et qui ont impacté sur les dépenses de CHU. Fort heureusement que cette difficulté est en train d'être résolue grâce à l'installation en cours d'énergie solaire de grande capacité, un projet du gouvernement qui, de passage, je salue les autorités de la transition pour cette action humanitaire. Dans la quête de la perfection en 2025, les perspectives du CHU.G sont soumises aux administrateurs pour approbation. Le projet de budget 2025 du CHU du G s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 8 milliards 1 971 900 francs CFA contre 7 milliards 466 216 818 francs CFA comme dotation pour l'année 2024, soit une augmentation de 7,18%. Nous espérons avoir l'approbation du conseil d'administration pour améliorer le tarif de nos actes et de nos prestations. Et aussi, nous partons vers la digitalisation des paiements. D'autres actions sont dans ce programme, dont le bilan se fera au cours de la prochaine session, la 48e donc. Sur un tout autre plan, la Maison des Jeunes de Bamako aura très bientôt un nouveau visage. Oui, le ministre de la Jeunesse et des Sports, au grand bonheur de son directeur, vient de lancer les travaux de réhabilitation des lieux. Un financement coopération allemande GIZ. Pour les habitués, vous aurez désormais un hangar métallique au niveau de la Seine. Et ce n'est pas tout. Découvrons le reste avec Abdul Karim Kaba. Couvrant une superficie de 207 mètres carrés avec la réalisation d'une clôture métallique, les travaux ainsi lancés coûtent plus de 10 millions de francs CFA pour une durée de 3 mois. Ces travaux seront d'un grand apport pour la Maison des Jeunes de Bamako. Le président de la transition a fait de 2025 l'année de la culture. Je pense que nous allons amplement et pleinement utiliser également cette année pour pouvoir renforcer aujourd'hui les vocations de cet espace-là, afin que ce soit un lieu non seulement de retrouvailles, mais un lieu également où tous les talents de jeunes maliens à travers le pays pourraient venir librement s'exprimer. Sur le financement de la coopération allemande, l'initiative participe au renforcement d'un meilleur cadre d'expression de la jeunesse. L'engagement de la coopération allemande se concentre sur 2 piliers principaux, la jeunesse malienne et la culture. La Maison des Jeunes de Bamako est un partenaire clé dans cette démarche. Dans le cadre de notre projet Donkoni Maya, nous sommes donc très heureux de pouvoir renforcer les capacités de la Maison des Jeunes à Bamako. Le fait de rénover un espace de ce genre-là et de mettre cet espace-là à la disposition des artistes et des jeunes, je pense que c'est une aubaine pour nous. Ça va transformer encore plus la vocation de la Maison des Jeunes. La coopération allemande participe ainsi à l'embellissement de la Maison des Jeunes de Bamako, donc à la promotion des talents artistiques des jeunes. Bravo et courage aux agents de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de la 13e région. Ils viennent d'appréhender un homme transportant une quantité importante de drogue. Le suspect est âgé, il est dans sa cinquantaine et d'après les premières informations, il serait un élément d'un grand réseau de trafic de drogue et de produits prohibés. D'autres explications avec Moustapha Doumbia et Issaba. Les éléments de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants ont mis la main sur un homme transportant une quantité importante de drogue et de cigarettes. Au cours d'une patrouille, une équipe de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Douala a intercepté une moto tricycle conduite par un monsieur âgé de 51 ans. Au cours de la fouille, avons découvert sur place 2141 comprimés de diazépam, soit 214 plaquettes, 1100 comprimés de tramadol, 225 mg,
soit 110 plaquettes, 121 paquets de cigarettes contrefaçon de marque Cire, 90 sachets de Mirage communément appelés Serpent et une quantité très importante de produits pharmaceutiques contrefaits. Après avoir appréhendé les suspects, l'OCS a découvert une quarantaine de cartouches destinées à des fusils de fabrication artisanale. Un danger pour la population qui ne peut être évité qu'avec l'implication de cette population malgré les actions de sensibilisation de l'OCS au plan national. Le numéro vert de l'OCS est le 80 00 31 31 pour dénoncer de façon anonyme les individus suspects. Les produits saisis seront simplement incinérés, selon le chef de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Dioïla. Et l'ERTM va encore plus loin pour que nous restons vigilants dans votre émission Démêler le vrai du faux. On vous parle ce soir des fake news qui ont enflammé cette semaine la toile. Nous avons la supposée vente de réforme de la douane et la confection des passeports AES. Je vous propose de suivre un extrait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel dédié au fact-checking. Entre vérité, intox et rumeurs, notre mission est claire. Démêler le vrai du faux et vous donner la clé pour mieux comprendre l'actualité en ligne. Un faux compte créé en décembre au nom du directeur général de la douane malienne sur une prétendue vente aux enchères de véhicules avec un frais d'inscription de 100 000 francs CFA, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui est totalement faux et constitue une tentative d'arnaque. Un autre cas d'usurpation, un faux compte prétend représenter le ministre de l'économie et des finances et incite les abonnés à investir de l'argent avec la promesse de gain. Cette initiative est une arnaque. Le ministre ne propose aucun investissement de ce genre. Restez vigilants et protégez vos informations personnelles. Les rumeurs prétendent que le nouveau passeport de l'Alliance des États du Sahel, AES, serait produit par une entreprise française, comme vous pouvez le voir ici. Cette information est totalement fausse. Aucun élément crédible ne vient relayer. Il s'agit donc d'une fake news visant à induire en erreur. Restons vigilants et vérifions nos sources avant de partager. Cette image, comme vous pouvez le voir ici, est donc du fake. Démêler le vrai du faux, à suivre après ce journal, l'intégralité, une présentation de Abdoulaye Keïta. Une partie du marché public de Kati en feu la nuit dernière. Les services de la protection civile ont pu maîtriser les flammes après des heures de dur labeur. Le sinistre n'a pas fait de perte en vie humaine, mais a provoqué des dégâts matériels importants. Le préfet du Cercle, accompagné de ses collaborateurs, a visité aujourd'hui le lieu de l'incendie pour une première évaluation des dégâts. La suite est racontée par Batraoui. La nuit du 6 au 7 février 2025 restera un mauvais souvenir pour les commerçants du marché public de Kati. La cause, un incendie s'y est déclenché, laissant des débris de marchandises calcinées par le feu. Nous, on a reçu les premières alertes aux environs de 1h50. Et 10 minutes après, les secours se sont présentés. Donc, il y a eu un gros déploiement de nos engins, avec les 2 centres de secours, plus un engin pompe citerne d'appui, avec plus de 20 éléments ici. Donc nous avons quand même tenu à circonscrire le feu pour éviter les propagations. Le dégât est là, certes, c'est énorme, mais bon, à présent on ne connaît pas l'origine. Les dégâts sont énormes, c'est vraiment énorme. Et pour cela, il est normal que les autorités locales d'abord soient là, pour apporter d'abord leur soutien et leur compassion aux victimes. L'état des lieux laisse penser à l'ampleur des pertes, même si elles ne sont pas encore évaluées avec exactitude. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes humaines et on rend grâce à Dieu. Mais les dégâts qui ont été faits avec les commerçants, les exposants, c'est très considérable. Et nous demandons à ceux qui réellement, les plus hautes autorités, comme d'habitude, de venir toujours au secours de ces gens et de faire en sorte que le marché soit sécurisé. D'ores et déjà, nous avons pris les dispositions pour mettre en place une commission de recensement des victimes. La commission déjà va commencer déjà à pied d'œuvre et va commencer à recenser les différentes victimes. Et Inch'Allah, toutes les dispositions seront prises pour que les victimes seront vraiment récompensées.
L'appel des victimes commence déjà à avoir des réponses avec la réaction soudaine de certaines bonnes volontés au dire du préfet du cercle de Kati. On en vient également à ce taux de drame, cette fois-ci routier, ici dans la capitale, précisément au marché de Golobougou, à Kalabankoro, non loin de l'université de Kabala. Un camion termine sa course dans le marché, percutant des commerçants détaillants installés au bord de la route. Selon les informations à notre disposition, on enregistre 19 victimes, parmi lesquelles 4 ont succombé à leurs blessures. Pour plus de précision, écoutons le sous-préfet de Kalabankoro, Sekouba Madi Dambélé, est au micro de Youssouf Diakiti. Ce matin, aux environs de 9h, on nous a informé d'un accident de la circulation, notamment un camion transportant de la latérite a laissé sa trajectoire pour finir sa course dans le marché. Et aussitôt, nous sommes rendus sur le terrain avec l'ensemble des services de sécurité pour venir constater. Et sur le lieu, on nous a signalé 19 victimes. Et 13 ont été évacuées sur l'hôpital Gabriel Touré, parmi lesquels nous avons enregistré malheureusement 4 décès et 8 blessés graves. Donc les autres blessés ont été évacués au niveau de l'infirmerie de la protection civile qui est à Ngolobougou ici. L'enquête est en cours. Les services compétents vont déterminer les causes de cet accident-là. Et d'abord, nous avons programmé déjà une rencontre qui va regrouper tous les acteurs, les transporteurs, les syndicats, les marchands d'ici et puis les services de sécurité. Nous allons échanger pour éviter ce genre d'accident. Voilà, le sous-préfet de Kalabankoro, Sekouba Madi Dambélé, au micro de Youssouf Diakité. Une fin de journal assez triste. Je vous souhaite une très belle soirée à vous et à demain. Prochain gros point de l'information sur nos antennes, c'est à partir de 13h. Bonsoir à tous.